Et c'est toujours avec le sourire que nous vous retrouvons quand il sonne 7h30 chez nous, mais également chez vous pour cette aventure. Bonjour le Faso. Alors merci à vous de nous suivre partout au Burkina Faso et ailleurs, bien sûr. Cette semaine, vous êtes informés que nous sommes installés justement au niveau du quartier Koko de Bobo-Dioulasso pour vous faire découvrir l'histoire du pagne Koko Donda, qui est un tissu traditionnel made in Burkina d'origine bobolaise plus concrètement. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'historique de ce pain avec celui-là qui a donné en tout cas ce pain-là, ces lettres de noblesse qui a valorisé ce pain. Il s'agit notamment de Bazemse que vous allez écouter en début d'émission. Et dans la revue de presse aujourd'hui, on parle d'actualité avec Bébé Kodjo Kambo que nous allons retrouver tout à l'heure. Et comme invité du jour, nous serons avec Lévi Constantin Confé. Il faut rappeler qu'il est un des ressortissants donc de Namsigya. Les ressortissants de Namsigya aujourd'hui qui lancent un cri de cœur face justement donc à l'insécurité qui sévit aujourd'hui dans cette localité. On parle donc de tir d'obus. Nous allons en parler tout à l'heure avec notre invité de ce jour. C'est jeudi et vous le savez, le nouveau rendez-vous de tous les jeudis, c'est notamment donc le rendez-vous avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Aujourd'hui, nous serons avec le lieutenant de police Napougma Julien Legma. Il est chef de la collaboration policière donc de la BCLCC. Aujourd'hui, nous parlerons de piratage de comptes suivi d'escroquerie. Vous savez aujourd'hui que les réseaux sociaux donc se retrouvent être plus négatifs donc que positifs. Nous en parlerons tout à l'heure. Merci de vous installer confortablement au niveau donc de vos bureaux, de vos maisons, mais également bien sûr au niveau de vos lieux de travail tout simplement et au niveau des bus et gares. Parce que nous passons le bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Houndé et depuis les gares donc de Houndé. On s'installe confortablement. Nous partons pour à la découverte. Pagne autrefois minimisé, méprisé, qui coûtait cher, puisqu'on nous disait que le pagne coûtait à l'époque 500 ou 600 francs le pain. Aujourd'hui, il faut compter entre les 4 000 et 5 000, voire 6 000 francs selon la qualité du pain. Il s'agit notamment donc du pain Koko Donda qui est un tissu traditionnel du Burkina Faso d'origine bobolaise. Aujourd'hui, dans le quartier Koko de Bobo-Dioulasso, beaucoup de femmes travaillent justement ce pain Koko Donda en plusieurs motifs. Et à Ouagadougou et partout au Burkina Faso, les stylistes valorisent donc ce pain qui a plusieurs motifs aujourd'hui, grâce en partie bien sûr et surtout à Bazemse, Sébastien Bazimo, donc à l'état civil, styliste burkinabé, qui a d'ailleurs donné le nom Koko Donda donc à ce pain-là, en collaboration bien sûr avec Madame Sissé, donc à Ouagadougou. Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter Bazemse ou Sébastien Bazimo à l'état civil, qui nous parle encore de l'origine, de l'histoire de ce pain, de ce Koko Donda qui servait de couverture pour certains ressortissants donc de Bobo-Dioulasso. On l'écoute et on revient pour la suite. Le Koko Donda à l'époque était un pain destiné aux personnes pauvres. Et surtout, il faut dire aux cultivateurs qu'ils n'avaient pas beaucoup de revenus et qui pouvaient que offrir ça à leurs femmes. Et d'autres personnes, c'était plutôt pour une couverture. Parce qu'à l'époque, il faut dire le Koko Donda aussi était, à la base, c'est la teinture, qui était teinture des tissus vraiment lourds, solides pour le froid. Donc, certaines personnes payaient pour faire des couvertures ou tout ça. Mais aujourd'hui, on a revu tout ça. Aujourd'hui, si vous voyez que le Koko Donda, c'est vrai que tout le coton, il y a une partie du coton qui vient d'ailleurs, mais là, aujourd'hui, on est en train de révolutionner à faire le Koko Donda sur des pagnes tissées burkinabés. Donc, ça veut dire les pagnes tissées, déjà que les pagnes tissées, on a beaucoup évolué dans le tissage. Aujourd'hui, on arrive à faire des pagnes tissées très légers et tout ça. Et aujourd'hui, on est en train de faire la teinture de Koko Donda sur ces pagnes tissées. Donc, pour moi, c'est une révolution qui est énorme. Parce qu'à l'époque, on n'importait que des tissus, mais aujourd'hui, on est en train d'essayer de faire plus que ça. Donc, ça veut dire que la main-d'œuvre va rester au Burkina. On a des produits ici au Burkina qui ne sont pas faits au Burkina, qui sont importés, mais les prix sont tellement énormes et les gens sont obligés d'acheter. Mais si
on s'est dit que cet argent reste au Burkina, ça va encore. Mais s'il faut importer des trucs et puis venir nous vendre cher, moi je ne trouve pas l'utilité. Donc moi, c'est vrai que le coco d'Onda, il y a d'autres qui me disent qu'il y a le bon côté et le mauvais côté. Le pain qui était vendu peut-être à 1000 francs 600 à l'époque, aujourd'hui est vendu à 10 000, 15 000. Mais pour moi, je pense que c'est intéressant. Parce qu'on a des pagnes comme Uniwas et autres, tout ça, qui sont importés et qui qu'on nous fait croire que c'est des produits africains, alors que ce n'est pas des produits africains. C'est le blanc qui a imaginé son truc, qui a dit que les Africains, ils adorent tout ce qui est coloré et ils ont fait des motifs qui vont avec nous, les Africains, et on dit c'est des produits africains. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que cet argent ne reste pas en Afrique, ça part dans d'autres pays et on nous fait croire que c'est des produits africains. Rien n'est d'ici, tout est importé et on ne peut pas nous faire avaler que c'est du produit africain. Maintenant qu'on a le coco de Nord, on a le faso d'Afani, où les gens se disent ah c'est trop cher, c'est local, c'est trop... Mais bien sûr que c'est local, c'est très cher. Et ce que les gens doivent comprendre, qu'aujourd'hui en Europe, tout ce qui est fait main coûte plus cher que tout ce qui est industriel. C'est que chez nous ici, on a tendance à mélanger les choses. Nous, on pense que ce qui est fait à l'usine doit être plus cher que ce qui est fait main. Alors que ce qu'ils oublient, chez le blanc, l'artisanat coûte plus cher que ce qui est industriel. Et c'est ce qu'on doit mettre dans notre tête. On doit cultiver ça pour que on fasse travailler nos braves, comme on appelle la communauté, que ce soit des femmes, des hommes, ainsi de suite, pour que on puisse avoir la main d'œuvre ici, on puisse, comme on appelle, diminuer le chômage surtout. Aujourd'hui, je dirais que les Burkinabés ont déjà fait le grand pas. Aujourd'hui, tout le monde s'y est mis dedans. Aujourd'hui, tu ne peux pas voir un Burkinabé qui n'a pas son coco dans sa garde-robe. Soit il n'est pas burkinabé, ou soit il vient d'arriver, ou soit il vient de naître, je dirais. Mais sinon, je sais que tout ce que je sais, tout burkinabé aujourd'hui a son cocodona. Je suis épaté quand je suis dans des cérémonies que souvent je me mets à compter tous ceux qui ont porté le cocodona. Pour moi, je me dis c'est une fierté en même temps parce que de savoir que ce pain qui était marginalisé, où on ne croyait même pas, on ne pensait même pas que les gens allaient porter ça un jour, et que les gens arrivent, des personnes qu'on n'y croyait pas arrive à porter. Pour moi, je pense que c'est un pari de gagner et puis on continue la bataille parce qu'on se dit, s'il y a eu le coco d'Onda, je pense qu'il doit y avoir d'autres produits, comment on appelle, matériaux que nos ancêtres nous ont légués et que on a ce droit de révolutionner ces produits qui sont de chez nous. À l'instant, vous écoutiez le témoignage de Sébastien Bazemo. Bazem, c'est donc styliste burkinabé qui nous revenait sur l'histoire et l'historique du pain Cocodonda. Donc, n'hésitez surtout pas à vous procurer encore à nouveau ce pain Cocodonda qui est aujourd'hui labellisé parce qu'il faut le rappeler, le label a été dévoilé en septembre 2021. Nous allons à présent marquer une petite pause musicale, le temps d'installer Bébé Kodjo Kambo pour la revue de presse. Sagadin à l'instant, hein. On va dire que Mariette vient de jouer le clip donc de son frère du Naouri tout simplement puisque elle-même étant donc de cette localité et je ne rentre pas dans la bagarre entre Gouroussi et Bissa tout simplement. Mais il faut noter que ce sont des paraplaisanteries et c'est ça en fait la beauté de la culture burkinabé. Et moi je passe le bonjour à mes esclaves Samo. Alors pour la suite de cette émission, nous allons marquer une petite pause, mais c'est juste pour la virgule, revue de presse et on se retrouve juste derrière. Et dans la revue de presse aujourd'hui, nous parlerons donc du nouveau gouvernement dont les photos officielles donc sont connues, publiées. Et puis bien sûr, on assiste à un balai d'installation, notamment depuis hier. On parlera aussi malheureusement des attaques terroristes donc, qui se multiplient au Sahel. Nous ferons un tour au Mali et nous terminerons par parler de la guerre en Ukraine, bien sûr. Alors, bienvenue à la revue de presse présentée aujourd'hui par Bébé Kodjo Kambo que nous retrouvons à présent. Bonjour Kambo et bienvenue. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors Kambo, aujourd'hui on parle de plusieurs sujets, mais nous découvrons d'abord les différentes unes des quotidiens.
C'est bien cela et nous commençons aujourd'hui par la une du quotidien Bobolais, l'Express du Faso. À la une de l'Express du Faso ce matin, on lit « Lotissement illégal sur la route des Léguéments, la mairie des Bobos et l'urbanisme ont déterré les bornes ». Dans la rubrique « Autant les dit » de l'Express du Faso, on lit « Lutte contre le terrorisme, retroussons les manches ». RTB2 au bassin, Brahima Sanou est parti avec son petit monde. Gouvernement de la transition, Abel, Barthélemy, Omer, Robert ont pris fonction. Assemblée législative de transition, les candidatures dans les hauts bassins prennent fin aujourd'hui. Dans la rubrique Tribune de l'Express du Faso ce matin, on peut lire « Transition, informer les partenaires et convaincre les Burkinabés ». Donc, c'était là la une de l'Express du Faso, le quotidien Bobolais. On va revenir à présent à Ouagadougou pour voir ce que nous réserve la une de l'Observateur Palga. Et sur cette une ce matin, on peut lire « Fonction publique, travail et protection sociale, le général Bassolma prend le bâton de commandement. Ministère de la Sécurité, bon ballon monte à l'attaque. Économie, finances et prospective, l'évangile selon Saint Abel. Incursion terroriste à Piscila, pas de morts, mais d'importants dégâts matériels. Choix de représentants à l'Assemblée législative, pas de consensus au centre-nord, gorge chaude à Waïgouya. À présent, la une du quotidien Le Pays. Et on peut lire « Foner exclu des étudiants ne cache pas leur colère. Durée de la transition au Burkina, le GCAOT implore l'indulgence de la CEDEAO. Êtes-vous pour ou contre la rémunération des ministres pendant 6 mois après leur départ du gouvernement? Un pays pauvre comme le Burkina ne peut pas se permettre ce luxe. C'est selon Issaka Ouedraogo, président du CISAG, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. Nous ne devons pas clochardiser les commis de l'État, dixit Ludovic Bakiono du MPP. Au coin du palais, pris pour détention de drogue, il prétend que c'est du Wusuna pour parfumer sa maison. C'est bien malin. Cuisson des aliments, comme à s'y prendre. Et dans la rubrique Actu Foot de Le Pays, on lit Côte d'Ivoire, nouveau report de l'élection à la présidence de la Fédération de football. Dans la rubrique Révélation, l'on apprend Assemblée législative de transition quand les choix de Luc Adolphe Thiao et d'Alexandre le Grand Rwamba font polémique. La une de aujourd'hui au Faso pour poursuivre, et on lit ceci. Installation des membres du gouvernement Albert I, le marathon se poursuit. Au Minefid avec Seglaro Abel Somé, à l'environnement, l'énergie, l'eau et l'assainissement avec Maminata Traoré Koulibaly. Le colonel-major Omer Bationo prend officiellement fonction à la sécurité. Lionel Bilgo, nouveau ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Centre international d'évangélisation, le père spirituel a soufflé sa 75e bougie. Démenti du GSIM sur les 70 terroristes tués à Mondoro, guerre des communiqués, mais tout de même, point de suspension. Burkina, transition, séjour explicatif d'Olivia Rwamba chez Bazoum. Affaire Sofitex Gécomib, l'audience renvoyée au 4 avril. Et nous allons découvrir ensemble la une du quotidien, donc du journal Le Quotidien. Désignation du député de la transition, pas de consensus au centre-nord. Université Norbert Zongo de Koudougou, une marche pour dénoncer les conditions de vie et d'études. Installation des ministres à lire à la page 4. Et nous terminons la lecture des unes par le quotidien d'État Sidoya. Et sur cette une ce matin, on lit Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougman, représentant du plateau central. Au coin du palais, le DG de la Sofitex et des collaborateurs à la barre. Il loue des chaises et les revend. Bagarre généralisée autour des arachides. L'autre regard, le vrai peuple. Ministère de l'économie, des finances et de la prospective, Abel Somé et Suzanne Compaoré installés. Ministère en charge de la sécurité, Omer Bationo
reçoit les pleins pouvoirs. Voilà donc pour les unes des quotidiens que nous avons sous la main ce matin, Abzeta. Merci à toi, Kambou, pour cette première partie consacrée à la lecture des différentes unes. Deuxième partie, et nous passons aux commentaires. Le premier sujet qui nous intéresse, c'est notamment ce balai d'installation des nouveaux ministres hier et aujourd'hui aussi au cours de la journée. Bien sûr. Alors, après donc le premier conseil des ministres, le conseil des ministres des prises de contact, place à présent, en tout cas au balai d'installation qui a commencé, qui se poursuit. Donc hier, il y a eu donc plusieurs ministres qui ont été installés. Vous avez vu que certains journaux ont parlé de Bassolma Bazier qui a pris le bâton de commandement au niveau du ministère de la fonction publique, Lionel Bilgo au niveau du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, le colonel-major Omer Bationo qui a pris également les rênes au niveau du ministère de la sécurité. C'est Glaro Abel Sommet qui a pris donc le bâton de commandement au niveau du ministère de l'économie, des finances et du développement. Pareil pour Maminata Traoré Koulibaly donc, qui a pris les rênes au niveau de l'environnement, l'énergie, l'eau et l'assainissement. Donc, beaucoup de ministres ont été installés hier. Et quand on écoute les premiers discours, on a l'impression que tout le monde est conscient du fait que, voilà, on arrive au gouvernement dans une situation un peu exceptionnelle où les attentes sont très fortes. Et de tous les discours qu'on a entendus, en tout cas, chacun promet de travailler en respectant bien sûr ou en restant dans la logique de la charte des valeurs qui est désormais intégrée dans la charte de la transition, à savoir donc les valeurs de probité, de travail, de rigueur, de humilité et ainsi de suite. Donc les installations vont se poursuivre aujourd'hui et on espère que d'ici là, on verra un gouvernement vraiment qui va aller au charbon, qui va s'adonner au travail pour le bien de tous les Burkinabés. Parce que, comme on l'a dit, les défis sont énormes et les attentes sont très fortes. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Et heureusement, comme je l'ai dit, quand on écoute presque tous ceux qui ont été installés hier, on sent qu'ils en sont conscients. Et on ne peut que prier pour qu'ils réussissent. Parce que s'ils réussissent, c'est tout le Burkina qui a réussi. Et s'ils échouent, ce n'est pas bien pour tous les Burkinabés. Donc on espère que ça ira. Merci Kambou. Et ce gouvernement qui est très attendu aussi sur le plan de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Oui. Parce que malheureusement, les attaques se poursuivent au Sahel. Oui, les attaques se poursuivent au Sahel. Alors, ces derniers temps, on a vu qu'il y a eu des attaques, en tout cas au Burkina, au Mali, au Niger à la fois. C'est de tout cela que je vais parler. Parce que on se rappelle qu'il y a quelques jours, bon, la semaine passée déjà, précisément le 28 février, qu'il y a eu cette attaque du côté de Toeni. Donc les détachements mixtes de Toeni qui avaient subi une attaque terroriste avec voiture piégée, on en a parlé sur ce plateau, qui avait fait 2 soldats tués et une vingtaine de blessés. Et l'armée burkinabé avait annoncé avoir neutralisé 22 terroristes, donc 2 neutralisés, 20 plutôt neutralisés suite à l'offensive qui a été menée après l'attaque, et 2 qui ont explosé avec les véhicules piégés. Donc 20 terroristes qui avaient perdu la vie au cours de cette attaque. Alors le 8 mars, il y a certains journaux qui en parlent aujourd'hui. Le 8 mars, les populations de Piscila ont également reçu la visite des terroristes, donc qui ont saccagé les installations d'une société de téléphonie mobile donc, dans cette localité. Le 8 mars dans la soirée précisément autour de 18 h selon ce que disent les quotidiens aujourd'hui. Alors heureusement il n'y a pas eu de morts, mais les populations ont été quand même terrorisées. Alors au Mali, on ne va pas perdre de vue cette attaque de la semaine dernière qui a causé la vie à une trentaine de soldats, donc des membres des forces armées maliennes. Et bon, le gouvernement malien avait annoncé que 70 terroristes ont été neutralisés après donc la contre-attaque qui a été lancée par les FAMA. Alors, hier, le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, a fait des vidéos pour revendiquer cette attaque. Mais ce qui est un peu surprenant, c'est que ces groupes terroristes remettent en cause
les chiffres qui ont été communiqués par le gouvernement malien, parce que le gouvernement malien, comme je l'ai dit, avait annoncé avoir tué 70 terroristes. Les terroristes disent qu'il n'en est rien, parce qu'ils disent avoir perdu seulement 4 des leurs, et leur communication confirme que, voilà, ils ont tué effectivement une trentaine de soldats maliens, comme l'a annoncé le gouvernement malien. Donc, voilà un peu la situation dans laquelle on se trouve. Et pendant ce temps, hier également au Niger, il y a eu des attaques, donc une série d'attaques contre plusieurs villages en même temps. Et on déplore malheureusement 10 civils tués dans la zone de Difa et frontière Nigeria. Et l'attaque a été perpétrée par le groupe Boko Haram. Donc, ça veut dire que la situation sécuritaire au Sahel est toujours d'actualité, est toujours préoccupante. Il va falloir peut-être que nos États, j'allais dire, nos États essaient un peu de mettre en synergie leurs efforts pour voir comment ils peuvent venir à bout de cette situation qui dure un peu trop maintenant. C'est ça. Espérons. Et nous restons au Mali pour parler notamment donc, de ces relations tendues ces derniers jours entre le Mali et la Mauritanie. Oui, tendu et aussi inquiétant. Ces derniers jours entre le Mali et la Mauritanie. Alors, il y a quelques jours, des Mauritaniens ont interpellé le ministère de l'Intérieur, donc le ministère de la Sécurité, là-bas, pour dénoncer le fait que des dizaines de Mauritaniens auraient été tués à la frontière avec le Mali par des soldats maliens. Donc, ils ont manifesté devant le ministère de l'Intérieur pour protester, pour dénoncer cela. Et suite à ces interpellations, le ministère mauritanien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur du Mali qui est sur place à Nouakchott, donc pour protester vivement. Et il lui a été dit même que les autorités mauritaniennes ont tenté d'appeler à Bamako, mais on ne décrochait pas les appels. Donc, ils étaient un peu fâchés, si on peut le dire ainsi. Alors, quelques jours ou quelques heures après, on n'avait pas eu de réaction du côté du Mali. Et c'est hier que le gouvernement malien a produit un communiqué pour dire que, pour le moment, il n'y a pas de preuves établies qui montrent que ces assassinats ou ces meurtres ont été commis par les forces armées maliennes. Mais, néanmoins, le gouvernement malien, dans son communiqué, prévoit ou promet d'ouvrir une enquête pour élucider un peu les circonstances de ces décès-là. Donc, voilà un peu ce à quoi on est. Et il s'est dit aussi que le président du malien de transition, le colonel Assimi Goïta, a communiqué au téléphone avec son homologue mauritanien, donc Ghazouani, pour parler un peu de cette affaire. Et le gouvernement malien promet, si l'enquête révèle que ce sont les femmes, le gouvernement malien promet de prendre les sanctions qui sied. Donc voilà un peu la situation dans laquelle on est. Bon, pour des pays qui doivent collaborer dans la lutte antiterroriste, je crois que ce sont des choses qui ne devraient pas arriver. Parce que quand ça arrive, ça ne favorise pas la collaboration dans la lutte antiterroriste. Et ce qui est intéressant, c'est que les Maliens dans leur gouvernement, dans les communiqués, le gouvernement malien promet de renforcer la collaboration avec les forces mauritaniennes, notamment pour les opérations qui se mènent au niveau des frontières. Je crois qu'on ne devrait même pas attendre ces incidents pour collaborer au niveau des zones frontalières parce que nous vivons les mêmes situations. Normalement, si on avait des États qui travaillaient vraiment ensemble, on ne devrait pas avoir une opération qui se mène par exemple par le Burkina Faso à la frontière du Niger sans que du côté du Niger, il n'y ait pas une opération au même moment. Ça. Normalement, ça devait se passer ainsi parce que, bon, pour le moment, c'est vrai que dans le cas du G5 Sahel, il y a souvent des autorisations pour traverser les frontières et poursuivre les terroristes, mais dans la pratique, ce n'est pas trop ça. Donc, on aurait dû avoir ces opérations qui se font un peu de façon conjointe, surtout quand c'est dans les zones frontalières. Pour le moment, bon, c'est vrai qu'il y a quelques opérations qui se mènent entre Burkina et Niger. Il y a eu quelques opérations qui se sont menées dans les zones frontalières. Entre Burkina et Côte d'Ivoire, il y en a eu également. Mais ce n'est pas comme on l'aurait souhaité. Voilà. Parce que pour des pays qui vivent un peu les mêmes situations, notamment dans les zones frontalières, on devrait avoir
beaucoup plus d'opérations conjointes, ça aurait pu peut-être éviter ce genre d'incidents-là. Parce que si les deux armées étaient sur place au même moment, peut-être qu'on aurait su, voilà, de façon transparente ce qui s'est passé. Maintenant que c'était les Maliens seulement qui étaient là et les Mauritaniens civils qui sont à la frontière disent que ce sont les Maliens, les militaires maliens qui ont tué les compatriotes. Et le Mali qui dit que ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas de preuves établies. Bon, vous voyez un peu ce que ça fait. Ça peut créer un climat de méfiance. Et quand il n'y a pas confiance, la collaboration devient difficile. Surtout pour combattre. Et pour terminer, Kambou, on parle de la guerre en Ukraine. La Turquie joue les médiateurs. Oui, la Turquie qui joue les médiateurs. Alors, je dis cela parce qu'il y a une rencontre aujourd'hui en Turquie entre le ministre russe des Affaires étrangères et le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Donc, ils vont se croiser autour du président turc Recep Tayyip Erdogan pour essayer de trouver une solution diplomatique à cette crise. Donc, selon ce que dit le président turc, ce qui est recherché, c'est un cessez-le-feu durable donc, dans cette guerre Russie-Ukraine. Bon, on espère que peut-être il y aura de bons fruits, en tout cas, qui sortiront un peu de cette rencontre qui va avoir lieu donc aujourd'hui. Et toujours parlant de diplomatie, on ne peut pas passer sous silence cet appel de Macky Sall, parce que l'Afrique aussi se joue un peu les médiateurs dans cette crise, parce que le président Macky Sall, en sa qualité de président de l'Union africaine, a appelé hier le président Vladimir Poutine pour négocier également un cessez-le-feu. Et après l'appel, Macky Sall a dit que Vladimir Poutine s'est dit en tout cas ouvert, il se montre disponible pour le dialogue et voilà, pour accorder un cessez-le-feu. On espère que toutes ces actions pourront mettre fin à cette guerre, bon, qui, en tout cas selon ce que nous montrent les médias occidentaux, fait assez de dégâts. Bon, on ne peut que peut-être s'en fier parce que il n'y a pas de guerre sans dégâts. Voilà. Il n'y a pas de guerre sans dégâts collatéraux. Donc, on espère que la diplomatie aura raison de cette guerre. Merci à toi. Merci bien. Reste avec nous, nous allons découvrir les couleurs du temps à travers la météo. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Nous poursuivons avec l'émission de ce jour et cette fois-ci, nous passons à la rubrique invité du jour. Aujourd'hui, nous nous intéressons au cas de Namsigia. Namsigia, donc, qui est encerclé par des hommes armés. Et aujourd'hui, on en parle avec un ressortissant de cette localité, virgule, et on retrouve notre invité. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un confrère, mais il est là en qualité de ressortissant donc de Namsigia, Lévi Constantin Confé, que vous lisez certainement donc à travers les colonnes de son journal. Mais aujourd'hui, je le disais, il est là en tant que ressortissant donc de Namsigia, qui lance un cri de cœur pour que on puisse sauver enfin donc Namsigia. Il faut rappeler que des ressortissants de cette localité ont déjà fait une conférence de presse justement pour parler de cette situation. Aujourd'hui, ils reviennent sur la place pour encore demander de l'aide. Lévi Constantin Confé, bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous. Merci. Merci d'être sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, quand on parle de Namsigia, même pour ceux qui se lancent un peu dans la recherche, on se retrouve avec plusieurs Namsigia, donc au Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez plus nous présenter votre localité? Il faut dire que Namsigia est différent de Nam Sigma et de Namisigma. Nam Sigma est dans le centre-nord, plus précisément vers Kaya. Et Namisigma est un peu dans le Yatenga. Et Namsigia, c'est dans la province du Bam. Et Namsigia est à 20 km de Bourzanga. Et arrivé à Namsigia, il faut parcourir 36 km pour trouver la province du Soum, la capitale Guibo. Il faut dire que nous sommes le dernier village de la province du Bam avant de rentrer dans la province du Soum. D'accord. Ouais. Voilà qui est bien expliqué. Alors, comment était justement la vie à Namsigia, de vos souvenirs? Namsigia, c'était un village où il faisait bon vivre. Après les récoltes, quand vous arrivez, dans la soirée, les gens se retrouvaient comme dans tous les villages pour échanger, pour parler. Il y avait des événements tout au long de la saison sèche. On s'occupait de nos animaux, on faisait la maraîchiculture pour en tout cas combler les gaps ou les caprices de la saison pluvieuse. Il faut dire que la vie d'antan, c'était vraiment un endroit bucolique, comme on le dit, en tout cas qui faisait rêver. On avait envie, quand on avait un petit congé, de se rendre à Namsigia pour passer quelque temps avec les parents, avec une population très sympathisante. Avec, vraiment, c'était, avant ces événements, c'était un bon village où il faisait bon vivre, vraiment. D'accord. Et vous l'avez dit, avant ces événements, ça veut dire avant, bien sûr, l'avènement du terrorisme au Burkina Faso qui a évolué, bien sûr, au niveau de votre localité aujourd'hui. On se rappelle qu'avant le coup d'État, vous avez organisé une conférence de presse avec d'autres ressortissants donc, de Namsigia pour justement déplorer la situation à Namsigia à l'époque. Vous avez parlé notamment donc d'hommes armés qui faisaient irruption dans la localité pour justement faire peur donc, à la population. Il y a même eu des pertes en vie humaine et tout. Alors, mais après notamment, on a quand même... on n'entendait plus parler tellement donc, des réalités là-bas. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu accalmie dans cette localité? Il faut dire que si je suis là aujourd'hui, je suis comme le porte-parole de notre association qui ne cesse de donner de la voix quand en tout cas le besoin s'impose. Et avant l'avènement du coup d'État, on avait attiré l'attention des autorités sur ce qui se passait à Namsigia. Et après ça, on peut dire qu'il y a eu un peu d'accalmie. Ça ne veut pas dire que les activités terroristes se sont arrêtées. Il y a eu un peu d'accalmie, des menaces que nos combattants volontaires arrivaient à contenir. Et il faut dire que depuis 2019, Namsigia a volontairement ouvert ses portes à une population de 17 villages qui se sont déplacés à l'intérieur de Namsigia. Donc, c'est dire que la situation a dégradé
de jour en jour jusqu'à aujourd'hui. Et au moment où nous lançons l'appel à l'aide, notre cri du cœur, c'était qu'il y avait à l'horizon une menace très importante. Et vous l'avez suivi 5 jours après notre conférence de presse. Il y a eu une attaque d'envergure qui a coûté la vie à 10 hommes. C'est vrai qu'on dit 10 hommes, c'est trop. Mais ce jour, nous avons paniqué parce que le bilan pouvait être plus lourd que cela. Donc, il y a aussi des dégâts matériels. Il y a beaucoup de déplacés internes. Mais tout compte fait, la population est quand même restée très résiliente à supporter, à faire face à des assauts terroristes. Mais si je suis là ce matin encore... Parce qu'il y a eu évolution. Il y a eu évolution. On va reparler de la situation actuelle, mais est-ce qu'en son temps, quand vous avez fait cette conférence de presse et notamment des sorties pour expliquer la situation à l'époque et puis surtout avertir sur la menace qui pesait sur Namsigia, est-ce qu'il y a eu, vous avez eu des réponses? Est-ce qu'il y a eu des actions concrètes? C'était notamment donc sous le régime de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré. Ouais. Quand nous avons fait notre conférence de presse, pour être honnête, peut-être que je ne suis pas au village, mais nous n'avons pas vu quelque chose qui a été fait. Peut-être que ça a été fait que nous n'avons pas vu, ou peut-être que ça n'a pas été fait. Mais en tout cas, 5 jours après notre conférence de presse, la réalité est que nous avons subi une attaque le 15 janvier. Notre conférence de presse, c'était le 10, et 5 jours après, c'était l'attaque d'envergure dont je vous parle. Namsigia, c'est au total plus de 40 attaques terroristes contre ces villages et puis le village centre même. Et les dégâts, comme je vous le disais tout de suite, c'est vraiment énorme. Beaucoup de gens se sont déplacés à l'intérieur de Namsigia. Et aujourd'hui, si nous parlons, nous ne voulons pas que ces déplacés soient doublement des déplacés. Je m'explique parce que quand tu as quitté ton village et que tu rentres dans le village central et que là-bas aussi la menace se fait de plus en plus pressante, ça veut dire que tu as appelé à te déplacer une deuxième fois. C'est ce que j'appelle la double menace, un double déplacement. Et il faut faire en sorte aussi que les autochtones du village centre qui ont accueilli ces déplacés internes, parce que vous savez, c'est le village... si vous êtes de cet village, le village qui est à 2-3 km, vous connaissez quelqu'un ou que vous êtes parenté à quelqu'un. Mais tout compte fait, il y a eu cette solidarité qui a permis d'accueillir. Il y a eu aussi la solidarité des ressortissants de Namsigia un peu partout, au Burkina comme ailleurs, qui se sont mobilisés autour de notre association pour apporter parfois de l'aide. Et en 2019, nous avons fait une opération qui nous a permis d'aller remettre des sacs de farine, 200 sacs de farine à ces personnes déplacées. Et après, nous avons fait des collectes d'habits, de chaussures. Nous avons trouvé du Nescafé. Nous avons trouvé de l'argent. Nous avons fait de notre possible pour assister cette population. C'est comme je le dis souvent, nous le disons souvent, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous nous retrouvons devant les médias pour exposer la situation qui provoque à Namsigia. Mais quand nous le faisons, c'est que nous sommes contraints, nous sommes obligés de le faire. Nous avons usé de toutes les voies possibles et nous n'avons pas le choix que d'appeler à l'aide par ces canaux. D'accord. Maintenant, expliquez-nous, quelle est justement la situation actuelle à Namsigia? La situation actuelle à Namsigia, il faut dire que c'est un phénomène nouveau que nous ne connaissons pas, que nos VDP ne connaissent pas. Il faut le dire, c'est l'usage d'une arme jusqu'à présent qu'on n'avait pas vu sur le terrain. Vous avez certainement vu sur les médias que d'abord le dimanche 6 mars, il y a eu des tirs d'obus sur le village de Namsigia. Dieu merci, ce jour, c'est sans dégâts. Nous ne savons pas combien ça a été tiré, mais ce qui est tombé à Namsigia, on a dénombré ce jour, sans être vraiment affirmatif, 5. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts. Mais le lendemain, 7 mars, les terroristes ont encore repris de l'activité. Ils ont envoyé encore des obus. Et quand ils ont envoyé, malheureusement, c'est tombé dans un quartier. Ça fait des dégâts matériels, ça a ôté la vie d'une personne
et fait une dizaine de blessés qu'aujourd'hui on essaie de soigner. Donc c'est cette nouvelle donne qui nous inquiète. C'est cette nouvelle donne qui nous oblige à encore lancer un appel à l'aide à l'endroit des nouvelles autorités. Nous ne le faisons pas parce que nous sommes aguerris en matière de lutte contre l'insécurité. Nous ne pouvons qu'appeler à l'aide parce que quand on te frappe, on ne peut pas t'empêcher de crier. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il est de bon ton que nous adressons notre appel à l'aide aux nouvelles autorités. Il y a eu des villages qui se sont déplacés. Namsigia, depuis 4 ans, tente vraiment dans les moyens, dans la limite de ses moyens, de résister aux assauts terroristes. 4 ans, ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas 2 jours. S'il faut laisser ces efforts consentis depuis ces années pour faire de la résilience et que les populations vont se déplacer aujourd'hui, je pense que ça sera, vous avez 10 étapes à franchir, on franchit 9, il reste la 10e et qu'on laisse tomber, c'est comme si on n'avait rien fait. On se demande où se retranchent justement donc ces terroristes-là pour envoyer des obus sur Namsigia. Ouais, c'est aussi la question, mais tout ce qu'on sait, on peut donner la direction par laquelle ces obus tombent sur Namsigia. Quand vous arrivez en partant vers le Soum, ça vient de l'est de Namsigia, mais nous n'avons pas les moyens pour aller savoir c'est combien de terroristes qui sont là-bas, ou bien c'est où ils se cachent, ils sont exactement où, nous ne pouvons pas le dire. Nous le disons souvent, nous ne sommes pas des compétents en matière de lutte contre l'insécurité. Nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas la prétention de dire que nous pouvons donner les directives à suivre pour gagner cette bataille. Tout ce que nous pouvons faire, c'est alerter. C'est dire, voici le problème que nous vivons. C'est demander de l'aide, c'est dire, venez parce qu'il y a cela, il y a ceci dans notre village et que si rien n'est fait, on va se retrouver avec des conséquences. Vous savez, Namsigia, je présentais Namsigia tout de suite. Namsigia est traversée de part et d'autre par la voie numéro 22, la voie nationale numéro 22. C'est des milliers de concessions au bord de la route. Imaginez si Namsigia quitte ce vide aujourd'hui et laisse ces concessions. Qui va venir rentrer là-bas? La suite même de la lutte contre le terrorisme, je ne sais pas, mais ça sera compliqué. Et je pense que c'est pour ça que nous voulons éviter tout cela. Au moment où je vous parle, il y a des gens qui ont fait leur bagage. C'est la route maintenant pour quitter que les gens cherchent. Parce qu'on ne sait pas qui est sur la route, qu'est-ce qu'on a sur la route, nous ne pouvons pas le dire. Et nous n'osons même pas le dire parce que moi, je ne suis pas allé là-bas. Et je sais que des gens aussi ne peuvent pas aller là-bas. Donc tout ce que nous demandons, c'est de faire quelque chose. Parce que nous avons plusieurs besoins. Mais le plus urgent, c'est de nous sécuriser. Quand vous n'avez pas la sécurité, on peut vous donner à manger, mais l'appétit n'y est pas. C'est pour vous dire que d'autres difficultés, il faut voir aussi les denrées alimentaires, ça manque. Mais ça, nous pouvons encore supporter. Ce que nous demandons, c'est qu'on nous sécurise pour qu'on reste sur place, qu'on ne se déplace pas. Parce que si on se déplace, ça sera compliqué pour la suite. Est-ce qu'à la base, quand vous recevez peut-être des confidences des ressortissants qui sont sur place, est-ce qu'à la base, les terroristes disent ce qu'ils veulent? Et c'est comme un peu partout sur le territoire national, il n'y a pas une revendication claire des hommes en armes. Il n'y a pas eu de revendication claire. À ma connaissance, non. Est-ce qu'il y a eu peut-être des menaces ou des ordres donnés? Parce que très souvent, on sait aussi qu'ils peuvent arriver dans un village, vous intimez l'ordre donc de quitter et autres. Bien sûr, ça commence comme ça. On vient, on vous dit, je vous ai dit tantôt qu'au moins 17 villages se sont déplacés à l'intérieur de Namsigia. Ça commence par des intimidations, des ultimatums, jusqu'à ce que vous n'obtempérez pas et qu'on fasse une incursion. On abat quelqu'un ou on tire sur tout le village à bout portant et de façon aveugle pour vous faire peur et vous obliger à partir. Donc, c'est des méthodes connues. Les groupes terroristes, ils arrivent, ils vous donnent un ultimatum. Vous avez tant de jours pour quitter. Nous avons connu aussi ces moments. Maintenant, que les gens se sont réunis en un seul endroit, 4 ans, je vous dis que les gens n'ont pas pu cultiver.
Je vous ai parlé tantôt de l'élevage. Je vous ai parlé, par exemple, de la maraîchiculture. Mais 4 ans, nous n'arrivons plus à faire tout cela. Mais on est encore là. On aurait pu sortir demander des vivres. Mais ce n'est pas ce qui importe aujourd'hui. Ce qui nous importe, c'est avoir cette tranquillité pour mener à bout notre résilience jusqu'à ce qu'on dise « Ah, le phénomène terroriste a été contenu au Burkina et qu'on a le minimum de sécurité pour vaquer à nos occupations. » Vous avez parlé tantôt donc, de résistance, donc, à travers notamment les groupes, les VDP et bien sûr les forces de défense et de sécurité. Comment se mène justement la lutte au niveau de Namsikia? La lutte au niveau de Namsikia, par rapport à cette question, si je vais répondre, peut-être je vais être fautif parce que je ne suis pas dans le secret de Dieu. Quand on parle du système et du maillage sécuritaire mis en place pour contenir la menace terroriste. C'est ce que je dis d'habitude, nous n'en savons rien. Est-ce que vous sentez quand même que les FDS bougent à ce niveau? Est-ce qu'il y a de l'offensive? Est-ce qu'il y a des actions? Tout ce que nous avons aujourd'hui, la situation est telle que personne ne peut aller au-delà d'1 kilomètre pour voir quoi que ce soit. Donc, tout ce que nous avons parfois, pas parfois, nous avons des passages, des FDS à Namsikia. Nous avons nos VDP qui sont sur place. Nous avons des FDS aussi en appui. Mais il y a une nouvelle donne qui est là, qui est l'utilisation des obus, qui dépasse la compétence de nos VDP. C'est pour cela que nous appelons à l'aide. Nous voulons que quelque chose de plus grand se fasse pour que, en tout cas, cela cesse. Parce que vous savez, un obus, c'est difficile à éviter. Et quand ça tombe, les conséquences, vous savez, c'est énorme. Ça détruit les concessions. Si ça tombe dans un groupe où il y a eu un qui est tombé au marché, si c'était le jour de marché, imaginez bien la suite. Donc c'est pour cela que nous demandons aux FDS, peut-être qu'ils sont bien aguerris, ils ont les moyens conséquents pour faire face à une telle situation, pour nous aider, pour que cela puisse s'arrêter le plus tôt possible sans qu'on ne connaisse encore d'autres dégâts et des victimes dus à l'usage de cette arme-là contre Namsikia. Comme quoi, quand l'ennemi change de stratégie ou de moyen de lutte, il faut vous aussi changer de stratégie. C'est tout à fait normal parce que si c'était des gens qui venaient en face, je ne peux pas dire que nos VDP, mais je connais quand même leur bravoure. Ce ne sont pas des gens à replier au premier coup de feu. Je savais qu'ils allaient résister. Mais là, c'est plus, même si aujourd'hui, ils ont le moral au beau fixe pour en tout cas galvaniser les populations à persévérer dans la résilience. Mais nous disons, ce que nous connaissons comme usage, comme arme actuellement, nous demandons de l'aide, nous appelons les nouvelles autorités à nous apporter secours, à faire cesser cette manière de prendre en assaut le village du nom de Namsikia dans la province du Bam. Et très souvent aussi, on sait que ces hommes armés ont tendance ces derniers temps à saboter les installations téléphoniques, à priver la population d'eau, d'électricité. Quel est le point à ce niveau? Nous sommes passés par toutes, j'allais dire, nous avons vécu tout cela, parce que l'attaque du 15 janvier, on a saboté l'installation téléphonique à Namsikia. Aujourd'hui, pour appeler, c'est la croix et la bannière. Si ce n'est pas quelqu'un de Namsikia qui vous appelle, vous ne pouvez pas l'appeler. Vous ne pouvez pas l'appeler. Et si quelqu'un tente de vous joindre une fois sans succès, si ce n'est pas lui qui décide de vous rappeler, vous ne pouvez pas le joindre. Et en matière d'eau, vous savez, Namsikia, nous avons connu ce problème. Parce que les points d'eau étaient un peu à la périphérie. Il y a eu des tentatives ou des intimidations, des simulations d'empoisonnement de ces eaux. Voilà, mais comme je le dis, les ressortissants de Namsikia, ailleurs, comme à Ouagadougou, ne dorment pas. Il y avait des fontaines à l'intérieur du village, mais qui étaient en panne. Nous n'avons pas attendu que le secours vienne d'ailleurs. Nous avons cotisé, nous avons payé le matériel nécessaire pour qu'on puisse réparer ces fontaines et que ça soit utilisable pour les populations. Voilà tout ce que nous pouvons faire.
qui n'est pas la lutte armée, qui n'est pas la stratégie de guerre à déployer, puisque nous ne sommes pas formés, nous n'avons pas la compétence pour ça, mais nous nous occupons des questions essentielles qui est l'assistance humanitaire, c'est-à-dire trouver des vivres, trouver des vêtements, trouver peut-être... en tout cas, on fait ce qu'on peut, autre que la stratégie militaire déployée, parce que nous n'avons pas la compétence pour le faire, mais nous faisons ce que nous pouvons pour assister nos parents, pour assister cette vaillante population qui, depuis 4 ans, fait face à des ordres de tout acabit, en tout cas terroristes contre Namsigia. On va terminer par vos doléances. Aujourd'hui, quel est votre appel ou vos doléances à l'endroit des nouvelles autorités qui s'installent progressivement? Notre doléance demeure a priori l'appel à l'aide que nous lançons. Nous ne pouvons pas demander autre chose aujourd'hui si ce n'est pas l'assistance pour qu'on nous aide à déloger ce groupe terroriste qui nous attaque avec des obus, chose que nous ne connaissons pas jusque-là, qu'on nous aide avec, on sait que mettre un détachement, ce n'est pas aussi facile, mais qu'on nous aide avec des hommes en armes bien conséquents, en tout cas pour nous assister. Parce que quand on regarde dans la province, une localité qui a subi la pression terroriste comme Namsigia, peut-être nous sommes les seuls. Nous sommes les seuls. Donc nous demandons de l'aide. Nous demandons à l'autorité de venir très vite au secours des ressortissants de Namsigia. C'est un appel pressant parce que si on ne le fait pas, après on va dire bonjour les dégâts et ça sera regrettable. Donc nous demandons à l'autorité de nous venir en aide le plus tôt possible, immédiatement, et de nous assister pour que le village ne se déplace pas. De nous assister pour que ces déplacés déjà à l'intérieur de Namsigia ne quittent pas pour d'autres horizons. Vous savez, aujourd'hui, quitter Namsigia pour notre commune Bourzanga, c'est aussi difficile. Quitter, je ne vous dis même pas d'aller à Guibo, parce que Guibo aussi n'est pas à l'abri. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est de nous aider, qu'on nous aide à rester sur place. Et quand on va rester sur place, qu'on nous aide à être en sécurité. Voilà ce que nous demandons. Merci. Nous espérons que votre appel sera entendu, bien sûr, par les nouvelles autorités et qu'une solution sera trouvée pour les ressortissants de Namsigia et pour le village de Namsigia ainsi que sa population qui s'y trouve actuellement. Merci bien. Merci. Bonne journée. Merci bien. Lévi Constantin Confé est ressortissant donc de Namsigia et représentait justement ici l'association des ressortissants de Namsigia qui lance un cri de cœur aujourd'hui pour que les autorités puissent sauver cette localité Namsigia qui est aujourd'hui attaquée par notamment des obus. Il faut dire que c'est une nouvelle stratégie donc des forces du mal qui se trouvent aux alentours de Namsigia et qui lancent des obus sur la localité. C'est ici qu'on va s'arrêter pour notre entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous marquons une petite pause musicale, le temps de retrouver d'autres. Notre territoire à qui que ce soit, on se battra et on vaincra. Nous sommes les enfants des Sankara. On ne cédera pas 1 mètre carré de notre territoire à qui que ce soit. On se battra et on vaincra comme des enfants des Sankara. Les enfants des Koulibaly Weze sont tous debout avant l'appel du Mieze. Nous sommes au rendez-vous. On ne cédera pas, on ne cédera pas, on ne cédera pas 1 mètre carré. On ne cédera pas, on ne cédera pas, on ne cédera pas 1 mètre carré. Pas tarder, pas tarder, pas tarder, pas naya kamde. Pas tarder, pas tarder, pas tarder, pas tarder, pas naya kamde. Burkina Faso ne cédera pas à la terreur d'où qu'elle vienne.
cynisme. Il rêvait en 1932 un impérialisme, disloquer la haute volta, partager à ses voisins. Mon abat commis qui elle sait, tirer te lève sur mon voisin. Patardi, 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 panaya kamde. Patardi, 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 panaya kamde. On cédera pas, on cédera pas, on cédera pas, 1 mètre carré. On cédera pas, on cédera pas, on cédera pas, on cédera pas, 1 mètre carré. À présent, nous sommes avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité pour la rubrique de tous les jeudis. Dorénavant, vous le savez, chaque jeudi, nous recevons la brigade pour parler de cybercriminalité et surtout vous conseiller sur ces attaques. Et aujourd'hui, on parle de piratage de comptes suivi d'escroquerie avec monsieur Napogba Julien Legma, donc chef de la collaboration policière au niveau de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Bonjour Monsieur Legma. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on parle donc de piratage de comptes suivi d'escroquerie. Déjà, pour commencer, dites-nous, qu'est-ce qu'on appelle piratage de comptes suivi d'escroquerie après? D'accord. Par piratage de compte, il faut retenir déjà que c'est le fait de prendre le contrôle d'un compte. Bon, on va se limiter ici à Facebook, par exemple. Okay. Voilà, le fait de prendre le contrôle d'un compte Facebook sans l'accord du titulaire premier, voilà, du dit compte, afin de, dans un but, soit de nuire au titulaire du compte lui-même ou apporter un préjudice à un tiers, c'est-à-dire à une autre personne. Le préjudice, ça peut être moral, ça peut être financier. Donc, bon, ça peut être dans un but d'obtenir un service également. Donc, mais généralement, ce qu'on constate, c'est que après ce piratage de compte, s'ensuit une escroquerie. Et c'est là que, voilà, on a parlé du préjudice qu'on porte à autrui. Ce qu'on arrive le plus chez nous, c'est que après le piratage des comptes, on essaie d'escroquer les connaissances du titulaire premier du compte en question. Voilà, donc c'est de là qu'on parle de piratage des comptes suivi d'escroquerie. Maintenant, ce qu'on a à noter, quand vous faites référence au code pénal, on ne définit pas piratage des comptes, on parle beaucoup plus d'accès illégal au compte. Mais bon, voilà, nous l'avions baptisé piratage des comptes suivi d'escroquerie au regard de quand même la fréquence, voilà, des infractions que nous recevons à notre niveau et également pour avec un langage plus simple pour que très souvent, voilà, les usagers puissent donc comprendre. Piratage de comptes suivi d'escroquerie. Maintenant, très souvent, comment les cyber-escrocs ou ceux qui piratent justement les comptes procèdent?
D'accord. Et avec les comptes, il faut noter à travers la première image, quand vous êtes sur votre compte Facebook, et vous constatez généralement il y a deux bandes, c'est-à-dire vous aviez la partie où vous devrez introduire vos identifiants, également la seconde partie où vous devriez également mettre votre mot de passe. Et quand vous introduisez votre mot de passe, très souvent, il arrive que vous êtes sur votre compte et vous naviguez. Il n'y a pas de souci, vous avez accès à vos données. Malheureusement, ce que les uns les autres ont, les cybercriminels ont développé comme mode opératoire, c'est qu'on pirate au départ un compte. D'accord. Voilà. Ou bien le paramétrage de votre compte est tel que on peut vous écrire directement sur le Messenger. Vous saviez que même sans être ami, on peut vous écrire. Alors, il vous écrit un coucou, vous dites coucou, comment vous allez, vous répondez oui. Tel avec le message affiché. C'est ça, tel le message affiché. Et tout juste après, il vous demande si c'est vous qui aviez publié votre photo ou vos vidéos nues sur les réseaux sociaux. Vous dites non, et il dit cliquez sur le lien en question et vous allez rapidement aller supprimer. Alors, quand vous cliquez sur le lien, malheureusement, une nouvelle page Facebook va s'ouvrir, vous demandant de vous connecter à nouveau. Et dès lors que vous essayez de vous connecter, en réalité, lui, il a une autre interface à son niveau qui lui permet tout juste de récupérer votre mot de passe et votre nom d'utilisateur. Et c'est ce qui lui permet, quand vous introduisez, en fait, la page ne va pas vous amener dans Facebook. Ça va vous amener ailleurs ou dire même que la connexion n'a pas réussi. Alors, le cybercriminel derrière, il récupère ces informations et il se connecte à nouveau à votre compte. Et donc, il change les identifiants de récupération, par exemple votre numéro de téléphone ou bien votre adresse email. Et donc, là, il prend le contrôle total de votre compte, si bien que même si vous vous rendez compte que quelqu'un d'autre utilise le compte, vous ne pouvez pas le récupérer en changeant le mot de passe parce que le numéro de récupération ou le mail de récupération se trouve dans les mains du cybercriminel en question. Et à la suite de cela, vous verrez à travers l'image 3 que on va écrire à vos connaissances. Et dès lors qu'on va les écrire, on va poser une nouvelle situation. C'est-à-dire, on va leur dire bonjour, un tel, il dit bonjour, oui. Est-ce qu'on peut avoir justement l'image 3 pour le message dont on parle? Ça veut dire que c'est cette fois-ci maintenant que l'escroquerie commence. L'escroquerie commence. C'est-à-dire qu'il écrit à vos connaissances sous votre identité. Et là, vous verrez qu'un de vos collègues, par exemple de Savane, qui voit vous êtes en amitié sur Facebook, qui vous voit lui écrire, lui disant, par exemple, que vous aviez votre enfant qui est malade actuellement et que vous aviez besoin qu'il vous prête 25 000 francs rapidement pour gérer des questions d'urgence de soins et que le soir, vous allez passer lui remettre l'argent. Rapidement, le Burkinabé, en tout cas pris de compassion, et très rapidement, il va faire le geste pour vous venir en aide. Et le cybercriminel prend le soin de préciser un numéro sur lequel il va envoyer, qui n'est d'ailleurs pas votre numéro, en le précisant qu'en réalité, vous n'êtes pas à côté du malade, donc il est bon qu'il envoie l'argent sur tel numéro, un tel est à côté du malade, la personne pourrait gérer rapidement les questions de soins. Donc, il va envoyer 25 000 et le cyber-escroc, il va récupérer son argent. Malheureusement, il arrive que le titulaire premier du compte même n'est même pas au courant qu'en fait on a pris le contrôle de son compte. C'est ça. Et donc il ne signale pas à ses proches de faire attention et l'escroquerie continue avec l'ensemble de lui, ses connaissances. Je note bien que demain matin vous viendrez pour votre émission et votre collègue va vous regarder parce que lui il s'attend à ce que vous lui remboursez, mais malheureusement vous n'êtes même pas au courant qu'en fait on a utilisé votre identité pour lui le prendre genre 25 000 francs. Donc c'est le mode opératoire un peu courant que nous enregistrons à notre niveau. Et on reçoit en moyenne 10 personnes par jour pour des comptes qui ont été piratés à travers des liens malveillants comme ça. La question que je me pose, par exemple pour le réseau social Facebook,
Est-ce que ça veut dire que Facebook n'a pas assez protégé les comptes des utilisateurs? Non, pas que Facebook n'a pas assez protégé, parce que Facebook, c'est un système, d'accord, c'est une plateforme. Maintenant, dans l'utilisation de votre compte, il y a également des précautions à prendre. Okay. Voilà, et il y a des conditions quand même à prendre, par exemple la définition de votre mot de passe d'accès. Voilà, et également voilà, un certain nombre de paramétrages. On pourrait en même temps aller à ce volet. Hein. C'est-à-dire... Avant justement de parler des conseils, comment déjà même on se rend compte que son compte a été piraté? D'accord. Pour savoir que son compte a été piraté, bon, plusieurs éléments peuvent vous attirer et attirer votre attention, je voudrais dire. Alors, premièrement, si vous n'arrivez pas à accéder à votre compte, c'est-à-dire quand vous partez, vous mettez votre identifiant, vous mettez votre mot de passe et vous vous connectez et le mot de passe ne passe pas. C'est une première alerte. Okay. Si vous vous souvenez bien de votre mot de passe. Alors, deuxième étape, si vous essayez de prendre un mot de passe oublié pour le réinitialiser et que généralement on a introduit un numéro de téléphone de récupération ou un mail de récupération. Et quand vous tentez de récupérer, on peut choisir d'envoyer un message sur un numéro ou bien envoyer un message sur le mail, dépendant de la méthode que vous aurez choisie. Et dès lors que vous choisissez une des méthodes et que vous-même, si c'est par message, vous consultez le message, vous ne recevez pas de code, ou bien vous consultez le mail, vous ne recevez pas de code, cela veut dire qu'il y a de fortes chances que la personne ait changé vos identifiants de récupération de compte, le numéro de téléphone ou le mail. Si bien que c'est chez lui que le code de récupération ou de réinitialisation part. Alors, vous êtes vraiment dans des difficultés et là, vous constatez que vous n'aviez vraiment pas cette possibilité de récupérer. Il peut aller plus loin en activant l'authentification à double facteur. Si bien que même s'il n'a pas changé le mot de passe, quand vous tentez de récupérer, vous allez pouvoir réinitialiser. Vous réinitialisez, mais quand vous essayez de vous connecter, Facebook a une des étapes avant d'avoir accès à votre compte, va vous demander un autre code, un second code pour avoir accès au compte. Et malheureusement, si c'est lui qui a mis, voilà, lui ses identifiants, ce second code également part dans les mains de cyber-escrocs, si bien que vous aviez très peu de chances de pouvoir récupérer votre compte. Maintenant, si on se rend compte, peut-être après vérification, que son compte a été piraté, qu'est-ce qu'on fait? Si vous vous rendez compte que votre compte a été piraté, le meilleur choix, c'est de vous référer à nous pour bénéficier d'une assistance. Voilà, pour récupérer votre compte. Déjà pour récupérer. On va maintenant parler donc des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter? D'accord. Pour éviter déjà de voir son compte être piraté, il faut aller sur la page d'abord du mot de passe qui est le premier, voilà, je dirais, premier niveau de protection. Il faut éviter de définir des mots de passe qui ont un lien avec vous, votre propre personne, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, le nom de votre enfant, la date de votre mariage, la date d'anniversaire et tout. Alors, pour ce faire, nous, on recommande de définir des mots de passe allant de minimum 8 à 12 caractères qui prend en compte et des lettres, et des chiffres, et des caractères spécifiques. Je parle ici de dièse, arrobase. Dès lors que vous définissez un tel type de mot de passe, ça vous préserve de beaucoup de choses. Le second aspect, c'est d'éviter de cliquer sur des liens douteux, quand bien même ils peuvent provenir des personnes que vous connaissez. Si vous sentez que le lien il est douteux, alors nous vous déconseillons fortement de cliquer sur le lien. Parce que dans le mode opératoire expliqué, vous aurez constaté qu'on peut prendre le compte d'une de vos connaissances et vous demander de cliquer sur un lien pour aller supprimer des photos. Malheureusement, voilà, quand vous pensez que c'est une de vos connaissances et vous cliquez sur le lien, on vous pirate également votre compte et on a à nouveau 2 comptes qui ont été piratés. C'est pourquoi on vous déconseille de cliquer sur les liens douteux. Troisièmement, et pour finir, bon, le lien, je rappelle que ça peut venir d'un mail. Hein. On peut saisir un mail au hasard et qu'on vous envoie vous demandant d'ouvrir des dossiers. Alors, si également le mail vient d'un mail,
alors il faut éviter de cliquer sur le lien. Je prends un exemple, que votre banque vous envoie un message vous demandant voilà, de cliquer sur un lien pour mettre à jour vos données bancaires. Alors très rapidement, les gens, comme c'est une histoire d'argent, ils se pressent de cliquer sur les liens. Donc nous recommandons que les banques ne vont pas vous envoyer des messages pour vous demander de leur transmettre des informations confidentielles. Alors il faut éviter, voilà, à ce niveau également d'ouvrir des mails ou de cliquer sur des liens existants dans des mails avec en provenance de personnes dont vous ignorez réellement. D'accord. Et il faut faire attention quand vous recevez des messages de stars ou de personnalités. Oui. Parce que comme vous avez l'habitude de nous dire, le président du Faso n'a pas le temps. Tout à fait. Pour s'asseoir et écrire à monsieur X ou Y qui se le trouve quelque part. Effectivement. Parce que bon, pour la plupart, que ce soit les stars de musique ou que ce soit les personnalités, il faut noter qu'ils ont ce qu'on appelle des personnes qui gèrent leur compte. Donc, le président n'a vraiment pas ce temps pour s'asseoir, pour viser individuellement voilà, un internaute sur les réseaux sociaux pour lui proposer une aide quelconque. Bien sûr. Donc, voilà. Quand vous recevez ce genre de messages, attention. Attention. Et bien évidemment, si vous êtes victime, il y a nos contacts. Bien sûr. Donc, on va rappeler les contacts utiles qui vont s'afficher aussi à l'antenne et qui s'affichent déjà à l'antenne. On a le numéro. Tout à fait. Vous aviez le numéro de téléphone qui est le 25 39 58 42. Vous pouvez également nous saisir à travers une adresse mail pour tous ceux qui ne résident pas à Ouagadougou. C'est le cybercrime@sécurité.gov.bf et il y a la page Facebook sur laquelle nous publions assez d'alertes, assez d'informations permettant de prémunir donc l'ensemble des populations sur les menaces liées à la cybercriminalité. Donc à travers votre barre de recherche, vous tapez juste @bclcc.gov.bf. Je rappelle que la BCLCC est située à Ouagadougou, dans le quartier Bibilbalgo, donc en face de la porte 11 du stade municipal. Bien noté, merci bien. Merci. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le lieutenant de police Napogba Julien Legma. Il est chef de la collaboration policière à la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Il faut rappeler que nous avons rendez-vous tous les jeudis avec cette brigade pour parler de cybercriminalité, surtout vous conseiller donc à éviter beaucoup de choses. Merci bien, nous allons accompagner notre invité avec ceci, le temps de retrouver nos derniers invités. Dans cette émission en humour avec nos artistes humoristes sur ce plateau, nous recevons le groupe Les Omotoké. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, à l'état civil, j'ai à ma droite donc Yacouba Nana, GSP donc de profession. Bonjour encore. Bonjour. Et à ma gauche, Belem Yacouba, donc étudiant en master en cinéma à l'université, professeur Joseph Kizerbo. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, ce sont des homos qui sont stockés, qui sont toqués. Ils ne sont pas stockés, mais toqués. Alors, parce que vous êtes tous les deux des Yacouba. Oui. Est-ce que c'est parce que vous êtes homo que vous avez décidé de vous mettre ensemble, Yacouba Nana, pour faire un groupe d'artistes? Même pas. On s'est retrouvés juste comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qui nous a poussé à nous retrouver, mais bon, on peut se dire que c'est le destin aussi. Hein. C'est le destin. Est-ce qu'il y avait le feeling quelque part et vous vous êtes dit on peut faire un bon groupe ensemble? Je vais faire un flashback un peu en arrière pour dire c'est lui qui m'a mené même dans l'humour, puisque c'est lui qui est venu envers moi pour me dire de venir, on va faire, qu'il sent quelque chose en moi et il sent une complicité en moi. Et il a insisté à plusieurs reprises, hein, puisque bon, moi je n'avais pas cette vision de l'humour.
Mais je me dis, il a bien choisi. Il a bien choisi parce que Belem Yacouba était plus dans le théâtre que l'humour. Maintenant, si vous êtes là, c'est parce que vous avez un spectacle d'humour, votre one-man show d'ailleurs, prévu pour le 25 prochain. Alors, est-ce qu'il était temps aujourd'hui de faire un one-man show? Bon, pour nous, bon, j'ai dit qu'il est temps, hein, parce que on a, depuis là, on est là, on participe à des spectacles, on nous invite par-ci, par-là. Ben, les jeunes n'ont jamais vu un spectacle inédit. Bon, une fois avec Soum, on l'a fait le 22 novembre surpassé. 2019, donc on l'a fait avec Soum. Donc on s'est dit qu'il est temps aussi pour nous de se tester maintenant. Bon, mais ce n'est pas un test, c'est de prouver au public de quoi on est capable. Alors, Belem Yacouba, Omotoke, donc de prouver au public que vous êtes capable. Le thème que vous avez choisi, quand même, est interpellateur, sens interdit. De quoi vous allez nous parler? Bon, on va pas trop détailler, mais sens interdit, c'est-à-dire tout ce qui est interdit. On va aborder ce sujet. Alors, parce que ce qu'on doit voir aussi, c'est que quand vous êtes sur scène, vous devenez... vous incarnez le rôle d'imam et son muezzin. Oui. Est-ce qu'on va retrouver encore l'imam et son muezzin sur scène? Bon, ce sont nos personnages. Oui. Donc, on ne pense pas à l'abandonner. Même si un jour viendra où on va abandonner ce personnage, c'est que pour le moment, nous devons travailler ce personnage et Sens Interdit va partir avec ce personnage. Mais est-ce que quand même vous pouvez nous donner les grands thèmes qui seront abordés? Quand on dit sens interdit, c'est sens interdit. Sens interdit, c'est sens interdit. Pour celui qui veut découvrir les sens interdits qui se déplace au Sénasa le 25 mars. C'est sens interdit au niveau de la circulation, au niveau de la maison. Tout ce qui englobe le monde, qui est sens interdit, nous on va l'aborder. Vous allez l'aborder. Ouais. Maintenant, chacun va trouver sa part dedans. Alors, il faut rappeler que le One Man Show aura lieu le 25 mars prochain. Au Sénasa, à 20h. Au Sénasa, à 20h. Oui. Quels sont les prix d'entrée? Il n'y a pas quels sont les prix d'entrée. Le prix d'entrée, puisque c'est un prix unique. Okay. Voilà, c'est vrai que de 10 000 francs. Vous n'avez pas décidé de faire VIP? De 10 000 francs. Okay. Parce que le Sénasa même est déjà VIP. Une salle climatisée, donc... C'est un prix unique qu'on a décidé de fixer. Mais les gens diront que les 10 000 sont trop. Mais ce n'est pas trop. Ça dépend de la qualité aussi du travail qu'on veut donner. Donc voilà aussi ça quoi. Mais est-ce que les répétitions se passent bien? Parce qu'un one-man show, il faut bien sûr le préparer. Ça se passe bien? Oh, oui, ça se passe bien. Mais oui, moi-même, j'ai constaté que vous-même, vous êtes trop sur le plateau là. Ouais. Je suis là, je vous bouscule et vous êtes là. Ça veut dire que vous n'avez pas dormi dans la préparation. Oui, on ne dort presque pas, puisqu'il faut... On travaille avec le metteur en scène, les idées, tout, il faut améliorer tout. Donc, ça fait que, comme on veut donner quelque chose de qualité, le sommet avec nous, c'est le contraire. D'accord. Ouais. On vous laisse donc un dernier mot. Aujourd'hui, quel est votre appel à l'endroit donc du public? Et quand tu dis un dernier mot, je suis d'abord même contre... Un mot de fin. Voilà. Parce que si tu dis un dernier mot, c'est comme si je sortais le mourir au bord de la voie. Non, pardon. Donc... Regarde la caméra ici. Et puis tu donnes un mot de fin. Voilà, donc et nous invitons tout le public ouagalais au Burkinabé à venir à Massima au Sénasa le 25 mars 2022, ça veut dire dans deux semaines. Hein. Donc, pour voir les Omotoke sur scène, on a 1h15